Bonjour Nouza Ascali. Bonjour Antoine. Vous avez été ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité du Maroc pendant plusieurs années. Vous êtes depuis longtemps militante pour les droits des femmes dans le royaume. Et à ce titre, vous avez été la première personnalité d'un gouvernement marocain à proposer la légalisation de l'avortement dans certains cas. Aujourd'hui, vous présidez le think tank Awel qui vise à libérer la parole sur les sujets tabous. Et ce sujet, justement, il est tabou, mais il revient aujourd'hui une fois de plus sur le devant de la scène dans des circonstances dramatiques. Pour rappel, il y a une dizaine de jours, au Maroc, une jeune femme est décédée après un avortement clandestin dans la province de Midel. Elle avait 14 ans et avait été violée. C'est une histoire comme malheureusement, il s'en passe de nombreuses. Alors comment l'ancienne ministre, la militante, mais aussi la femme que vous êtes, réagit à ce nouveau drame? Bien sûr, il s'agit là d'un crime odieux et je m'incline avec beaucoup d'émotion à la mémoire de cet enfant de 14 ans à qui on n'a même pas donné un nom puisque les médias parlent d'une enfant tout simplement de Goumia dans la région de Midel sans même citer son nom, on ne sait pas exactement de qui elle va mourir, elle est morte dans l'oubli. Et on a retenu une seule chose, c'est l'avortement clandestin, alors qu'elle aurait été victime de viol, d'exploitation sexuelle, qu'elle a vécu une grossesse non programmée, non désirée, et qu'elle a subi l'avortement clandestin, comme des milliers de femmes le subissent chaque année. Et ça a débouché sur sa mort. Donc moi, je voudrais vraiment attirer l'attention avec beaucoup de gravité sur tous les crimes odieux dont elle a été victime. Et si son cas pouvait être un cas qui nous ouvre les yeux sur l'urgence de légaliser l'avortement et de permettre aux femmes d'y recourir en cas de nécessité dans des conditions sécures, vraiment, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ce pays qui malheureusement vit encore beaucoup de tabous énormes relatifs au sexe et relatifs à tout ce qui entoure les grossesses hors mariage, etc. C'est l'avortement, on en a pourtant parlé, il avait été plus qu'évoqué. Le roi Mohamed VI a même appelé de ses vœux, il a donné un arbitrage sur la question de l'avortement. Le roi a demandé à ce que l'avortement ne relève que du médical et donc ne concerne que le médecin et sa patiente. Que s'est-il passé? Pourquoi cet arbitrage royal n'a pas été traduit en droit? Sa Majesté le roi en 2015 avait effectivement, dans sa médiation, si on veut, il avait appelé à résoudre le problème de l'avortement clandestin et il avait appelé aussi à accompagner l'évolution que connaît la société marocaine. Et c'est extrêmement important de montrer les contradictions graves que vit la société, parce que vous savez que l'âge du mariage aujourd'hui est à 32 ans pour les garçons. Et là aussi, il y a des raisons qui sont liées à l'idéologie. C'est-à-dire qu'on dit aux hommes que c'est eux qui doivent subvenir aux besoins des familles alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc les hommes, malgré leur volonté de sécuriser leurs relations sexuelles comme partout dans le monde, eh bien, ils n'ont pas la possibilité d'accéder au mariage. Donc ça arrive à 32 ans et à 27 ans pour les filles. Et nous avons des études qui montrent que les relations sexuelles se commencent à un âge très précoce pour les garçons, à 16 ans et demi pour les garçons et à 18 ans pour les filles. Donc c'est par centaines de milliers que les hommes, les jeunes filles et garçons de notre pays, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que ce soit conforme ou non conforme aux valeurs de la société et en particulier aux valeurs religieuses, la réalité est là. Donc pour revenir, excusez-moi, à l'arbitrage royal, il avait appelé, comme vous l'avez dit, à ce que la question de l'avortement soit une affaire médicale par excellence. L'objectif doit être la préservation et la protection de la santé des femmes et des filles, alors que dans le code pénal, l'avortement est pénalisé comme, non pas comme une atteinte à la vie de l'enfant, comme on voudrait le faire croire, mais il est pénalisé comme un crime et délit contre la moralité publique et l'ordre des familles. Donc on voit bien que l'ordre, c'est un ordre d'idéologie, de la préservation du patriarcat, plus qu'un souci, effectivement, de préserver la santé de la mère et de la fillette qui, en l'occurrence, tombe enceinte. Alors, ce qui s'est passé,
c'est que cet arbitrage a intervenu à un moment où l'autorité la plus importante qui était susceptible d'apporter une réponse à l'arbitrage royal, c'était un ministre de la Justice qui était un ministre appartenant au mouvement le plus conservateur qu'a connu notre pays et qui a eu le pouvoir, disons, qui a dirigé le gouvernement pendant une dizaine d'années et qui a sorti un projet de loi en tant que ministère. À ce moment-là, j'étais au Parlement, un projet de loi qui constituait presque une marche arrière par rapport à ce qu'il y avait déjà dans le texte. C'est-à-dire qu'il a, tout en disant que l'avortement était autorisé en cas de viol et d'inceste, etc., mais il mettait de telles conditions techniques que ça rendait, c'est-à-dire il voulait davantage consolider l'idée que l'avortement était un crime, plus que l'idée d'autoriser l'avortement. Donc, par exemple, il exigeait d'une fille victime d'inceste qu'elle aille déposer plainte et qu'elle reçoive une attestation de l'autorité à laquelle elle portait au procureur, de lui donner une attestation comme quoi sa plainte était sérieuse. Comment voulez-vous qu'on puisse imaginer ça? Comment imaginez-vous une fille de 14-15 ans qui est violée par son père, avec qui, alors que c'est son père qui a autorité sur elle? Comment est-ce qu'elle peut aller porter plainte? Comment est-ce qu'elle peut avoir les moyens de se déplacer déjà de son douar ou de son village jusqu'à la ville où il y a le tribunal et qu'elle aille porter plainte? Et qu'en plus, le procureur, à qui elle va annoncer que mon père, le Hajj, c'est lui qui me viole, on va lui dire, mais va-t'en, tu n'as pas honte, c'est-à-dire on va la renvoyer chez elle. Donc, si vous voulez, ce qu'on doit faire, il y a des exemples dans le monde, y compris de pays musulmans, dans lesquels l'avortement est légalisé. En Tunisie, par exemple, depuis 1973. En Turquie également, l'avortement est autorisé. Dans le temps, c'était avec l'autorisation du mari. Puis, ils ont assoupli cette disposition en disant que la femme répond avoir informé son mari. C'est-à-dire qu'on incite la femme à informer son mari, mais c'est elle, en fin de compte, qui dit « oui, j'ai informé mon mari ». En Égypte, c'est également légalisé en cas de viol. À Bahreïn, c'est légalisé à condition que ce soit conseillé par un médecin. Chaque pays trouve une porte de sortie, si vous voulez. Même en Iran, l'avortement est autorisé parce que jusqu'à 16 semaines, en considérant que la jurisprudence musulmane, le fiqh, affirme que l'âme est insufflée dans le fœtus qu'à l'âge de 16 semaines. Même en Algérie, il y a eu des petits progrès en disant qu'en 2004, en disant que en cas de malformation ou de viol dans le cadre du terrorisme, la femme avait la possibilité de recourir à l'avortement. Donc tout ça montre qu'en fait, nous sommes dans un système d'idéologie qui est basé sur le contrôle du corps des femmes, sur le contrôle de la procréation et qui veut punir la femme et l'enfant, disons, qui auraient accédé à une grossesse hors mariage, non seulement la femme, mais son enfant, sans tenir compte des réalités sociologiques, du fait que les femmes, dans ces cas-là, sont des victimes. On a, d'après des études, que par exemple, les mères célibataires ont une moyenne d'âge, c'était une étude en 2004 qui a été faite à Casablanca, qui dit que les femmes mères célibataires ont en moyenne 23 ans et que les pères biologiques ont une moyenne d'âge de 50 ans, plus de 50 ans. En 50 ans et plus, 70% des hommes pères biologiques ont plus de 50 ans. Donc on voit bien que c'est une exploitation sexuelle de jeunes femmes pauvres et souvent appartenant à des milieux très défavorisés par des hommes puissants et qui sont plus âgés et qui peuvent par conséquent engrosser des femmes impunément. Et le viol est très très mal. La plainte pour viol est souvent accompagnée d'un refus de recevoir parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de moyen et justement, de trouver la preuve pour le viol. Justement, voilà, que demandent, pour parler très concrètement et en termes de droit, que demandent les défenseurs et les défenseuses du droit à l'avortement aujourd'hui dans le royaume, en sachant que, comme vous l'avez dit, aligner
l'avortement au cas du viol ou de l'inceste, comme ça pourrait être le cas, pose le problème du temps juridique et même de la recevabilité juridique de ces situations. Donc, qu'est-ce quelle est selon vous la bonne solution à adopter aujourd'hui? Écoutez, la bonne solution, c'est d'abord de dire que l'avortement, c'est déjà une preuve de l'échec en matière de vision sur la santé reproductive. Donc, ce que nous pouvons demander, c'est qu'il y ait une garantie globale des droits sexuels et reproductifs pour les filles, ce qui suppose une éducation sexuelle des filles et des garçons. L'éducation sexuelle ne signifie pas s'entraîner à des pratiques sexuelles ou quelque chose de ce genre, signifie de connaître les conséquences d'un acte sexuel et d'inciter les garçons à connaître leurs responsabilités, à respecter le corps des femmes, à savoir que le problème, la relation sexuelle n'est pas une simple relation physique, mais c'est aussi, elle a des conséquences socio-sanitaires. Mais ce n'est pas suffisant de faire la formation en santé sexuelle et reproductive. Il faut aussi que la loi garantisse la protection des femmes et mette fin à l'impunité en cas de viol, parce que vous savez que dans les chiffres officiels, seuls 3% des femmes victimes d'agressions sexuelles ou de viols portent plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'interdiction de la relation sexuelle hors mariage, et les femmes qui portent plainte pour viol sont susceptibles de voir leur plainte se transformer en accusation contre elles pour avoir pratiqué des relations sexuelles hors mariage. Donc ce que nous demandons, c'est une réforme globale du code pénal qui soit basée sur les valeurs modernes, les valeurs de la Constitution, égalité, lutte contre les violences et les discriminations, enlever tout ce qui peut être discriminatoire à l'égard des femmes, et qui soit débarrassé de tous les concepts éculés de, soi-disant, le viol serait une atteinte aux mœurs. C'est une bonne période aujourd'hui où Sa Majesté le Roi a annoncé une nouvelle ère de réforme du Code de la famille, mais la meilleure porte de sortie pour résoudre ce problème, c'est de considérer que chaque fois que la santé de la mère est en danger, comme c'est le cas actuellement, mais de considérer que la santé des femmes, c'est ce que préconise l'OMS, c'est-à-dire santé physique, santé psychologique et mentale, et également bien-être social qui fait partie intégrante de la santé des femmes. Et donc, si on ouvre cette porte-là et qu'on donne la possibilité aux médecins de voir avec sa patiente quelle est la meilleure solution, eh bien, on va arrêter de faire de ce problème un problème tabou qui tue des femmes et des filles chaque année. Protéger les femmes, ne pas transformer les victimes en coupables, arrêter de culpabiliser, reconnaître le statut de victime à celles qui le sont. Nous avons bien compris votre propos, Nouza Scali. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup.